On connaît la Suisse comme l'autre pays du fromage, mais connaît-on l'Amérique comme l'autre pays de l'horlogerie? Et oui, les États-Unis ont pourtant joué un rôle primordial dans la conquête du temps. Tout ça bien avant l'insipide et indolore Apple Watch. Et oui, on a la chance d'avoir avec nous Yacine qui va partager son avis avec sa Bulova Accutron Traveler MK2. At the tone, it's 6 p.m. Bulova time. Salut Yacine. Bonjour Xavier. Ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que tu es bien à l'heure, à 6 heures de l'heure Bulova? Exactement, ouais, j'y suis. Oui, les amis, c'est le début de Petite Montre entre amis avec la première Bulova et la première Bulova Accutron. J'ai repris dans cette intro une publicité justement aux États-Unis qui a fait la gloire de Bulova, qui annonçait l'heure un peu à l'idée de l'horloge parlante, mais avec un modèle publicitaire que nos amis américains aiment beaucoup. Oui. Alors tu nous la montres cette Bulova, petite Bulova me semble-t-il. Est-ce qu'elle va me m'aller cette montre? Fais voir. Ah bah j'espère bien. Alors elle est petite mais très jolie. Qu'est-ce qu'elle fait comme diamètre? Alors je pense qu'elle fait un petit 37. T'en es pas sûr? J'en suis pas sûr. Moi je regarde jamais les dimensions de ma montre. Hein. L'idée c'est que je l'essaye et puis si elle me va c'est très bien. Ah, voilà. Là il est tombé dans le piège les amis. Vous connaissez le règlement et tu le connais aussi. Si elle me va, je repars avec. Eh oui, c'est comme ça la règle. Je la passe, je ferme la première partie de la boucle. Est-ce que je ferme la deuxième tranquillement? Magnifique. Merci Yacine. Salut les amis, à bientôt. Bon, petite montre effectivement. Superbe cadran soleillé, plaqué or. Oui. GMT, waouh, tu as plein de choses à nous raconter là. Oui. Tu l'as acheté quand? Alors je l'ai acheté il y a quelques mois. Ouais. Sur le site Chrono24. Ouais. Sur lequel je n'avais jamais acheté de montre, donc ouais. C'était pour moi un petit risque. Oui. Mais ça s'est très bien passé. Je suis tombé sur un vendeur qui était en Bulgarie. Ouais. Et qui m'a vraiment, on va dire, rassuré sur le fait d'envoyer la montre de l'autre côté de l'Europe. Il s'appelle Christian et d'ailleurs je le remercie s'il nous écoute. Salut Christian. On lui enverra le lien de la vidéo. Et du coup, alors moi je suis vraiment tombé sous le charme. Il y avait de très belles photos sur le site. Et donc cette montre en fait c'est pas du tout le style de montre que j'achetais auparavant. Ouais. Mais je l'ai acheté dans le cadre d'un changement de direction dans mes choix de montres. Ouais. Et en résumé, c'est quoi ce changement de direction? Alors le changement de direction, c'est qu'auparavant j'étais plutôt à acheter des montres, on va dire, qui sont surtout, on va dire, récentes, ouais. Neuves. Ouais. Et du coup, comme j'ai plusieurs autres passions, on en parlera plus tard, le mec qui connaît toutes les séquences par cœur, là, il va me faire une intro magique, là, on se régale. Qui seront, ah ouais, je suis un grand fan de HM, tu sais. Donc, alors j'ai plusieurs autres passions qui sont plutôt dans un style vintage. Ouais. Donc là, tu as fait demi-tour sur les montres. Exactement. Donc je me suis dit, pourquoi j'achète pas mal de choses de style vintage et pas mes montres. Donc j'ai fait le choix de prendre une montre vintage. Voilà. Ok, celle-là c'est ta première vintage? Alors ce n'est pas ma première vintage, okay. Parce que j'en ai acheté d'autres. Moi je suis un grand fan du marché Opus, ouais. Le marché Opus de Saint-Ouen, ouais. Dans lequel je voyais très souvent des montres et je m'y intéressais beaucoup. Mais je n'avais pas assez de recul pour me dire, voilà, est-ce qu'il y a de l'entretien, est-ce qu'il y a des frais d'entretien à prévoir, est-ce qu'il y a des coûts liés au fait qu'elle soit vintage. Et surtout, la question c'était de savoir si un jour elle tombe en panne, est-ce que je vais trouver quelqu'un pour la réparer. Et ouais, mais là, vous avez compris les amis, pourquoi je parlais de l'importance des États-Unis dans la conquête du temps, c'est que là, tu as quand même une montre particulière
dont l'énergie et l'oscillation est électronique. C'est-à-dire qu'il y a une pile qui la fait fonctionner. Exactement. Et puis il y a la fameuse tuning fork, le diapason, un diapason. Qui la fait résonner différemment avec un mouvement très caractéristique. Oui. Et ça, pour le coup, ça ne s'entretient pas ou ça ne se fait pas réparer, restaurer chez un horloger traditionnel. Exactement. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit alors sur ce sujet? Exactement. Alors j'étais plutôt en confiance par le vendeur qui m'a affirmé qu'elle était en parfait état de fonctionnement. Oui. Donc ce n'était pas un professionnel, Oui. mais c'était quelqu'un qui s'y connaissait très bien en électronique et qui avait plein d'autres montres à vendre. Ouais. Et pour ces raisons, j'ai été en confiance. Mais ça veut donc dire que pour l'instant, tu n'as pas eu besoin de la faire entretenir. Exactement, donc je n'ai pas de plan B. Hein. Et oui, il n'a pas de plan B, les amis. Donc si vous avez un plan B, c'est toujours intéressant de le partager. Mais rassurez-vous, des plans B, il y en a. Moi qui suis un grand fan de ces époques-là hybrides, oui. On est sur une montre qui est totalement analogique en termes de présentation et totalement électronique à l'intérieur. Exactement. On est en quelle année là sur cette Bulova? Celle-ci, malheureusement, alors généralement sur les Bulova, on peut voir des gravures au dos de la montre qui nous permettent de savoir quelle est l'année de fabrication. Ouais. Sur ce modèle, il n'y a pas de gravure à ce sujet. Tu penses que le fond de boîte a été changé? C'est possible. Ouais. C'est possible. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été produite de 73 à 76 environ. Ok. Voilà. Ok. Donc vous voyez, ça a commencé à chauffer pour l'horlogerie traditionnelle mécanique. Pardon. Il y a un superbe site. Alors pour le coup, je me suis dit, je vais vous en parler, puis maintenant je ne me souviens plus exactement. C'est mybulova.com de mémoire, où là vous avez presque l'exhaustivité des modèles. Oui. J'ai quelques Bulova pour le coup que je n'ai pas trouvé sur le site. Mais là, vous verrez le nombre de modèles qu'il y a. Ouais, celle-ci n'y est pas. Voilà. Tu vois, vous verrez, vous tapez Models, et là, vous avez une liste déroulante. Honnêtement, je n'ai pas compté. Il n'y en a pas loin de 200 des modèles différents. Là, je ne vous parle pas MK1, MK2, version A, version B. Oui. Simplement, les noms des modèles, c'est absolument astronomique. Mais là, c'était le chant du cygne pour Bulova, parce que c'est parti en sucette quelques années plus tard. Exactement. Malheureusement, pour Bulova, l'histoire s'est arrêtée un peu avec l'arrivée du quartz. Mais pas que. Donc, les montres, de manière générale, avaient changé un peu de style de mouvement. Donc, même, d'ailleurs, Bulova a essayé de suivre un peu la tendance et de se mettre au quartz. Et ça n'a pas réellement fonctionné parce que ça n'a duré qu'à peine 1 an avant que l'Acutran disparaisse définitivement. Définitivement, on a des modèles d'Acutran qui sont restés. La marque Acutran même continue de fonctionner. A été relancée. Mais on est loin de l'innovation que présentait la montre à son origine. Et oui, à l'époque, c'était le top du top de la précision, très largement plus précise qu'une montre mécanique, et c'est ça la beauté des choses. Mais je parlais de son du cygne, pas uniquement pour Bulova. Fin des années 70, c'est la fin de l'industrie horlogère américaine qui a existé depuis 1830, 1840, etc., avec d'énormes structures absolument astronomiques, de très très loin les plus gros fabricants de montres dans le monde, mécaniques, attention, Waltham, Illinois, Elgin, Hamilton, etc., Bulova, bien évidemment. Tu connaissais Bulova avant de l'acheter, celle-ci? Alors, j'ai appris l'existence de Bulova lorsque j'avais regardé, alors c'était tout à fait par hasard, avec ma petite amie, on regarde souvent des séries sur Netflix. Et on est tombé sur une série qui s'appelle Le jeu de la dame. Dans une séquence de cette série, il y a une Bulova. On offre une Bulova à l'héroïne. Mais pas une Acutron. Alors, c'est pas une Acutron, mais tu as l'héroïne qui s'exclame « Oh, une Bulova !» Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette marque que je ne connais pas? Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à me renseigner. Donc c'est le hasard de la vie qui t'a fait rencontrer ça, mais est-ce qu'il y a dans cette acquisition une attirance
pour les montres hybrides, en partie électriques, etc. J'ai le sentiment que c'est plus le hasard qui t'a fait découvrir et par ailleurs ton intérêt pour le vintage. Oui, donc moi j'adore ces... alors, bien sûr, il y a le design qui joue énormément, qui pour moi est vintage mais pourtant futuriste. Cela dit, sur le mouvement, j'étais très étonné de voir qu'on pouvait avoir justement cette trotteuse qui est complètement linéaire, qu'aujourd'hui on retrouverait que sur des mouvements très élaborés et peut-être beaucoup plus coûteux, comme le Spring Drive de Seiko. Et justement, alors moi, c'est clairement ça qui m'a fait me décider à la prendre. Voilà. Parce que au-delà, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de son aspect que je trouve vraiment sympathique, et ben, elle a justement des qualités techniques qui sont vraiment sympas. Ouais, effectivement. Quand Yacine m'a écrit, ça m'a beaucoup surpris. Je lui ai tout de suite demandé une photo. Non pas que je ne le croyais pas, bien évidemment, mais le brevet qu'il y a derrière l'accutron et donc l'apport de cette nouvelle façon de gérer l'oscillation et donc la précision de la montre. Oui. Les accutrons sont plutôt réputés pour être des modèles assez simples, c'est-à-dire 3 aiguilles date. Et là, le fait d'avoir une version GMT, ça m'a beaucoup étonné. Oui. Donc je ne suis pas surpris qu'elle ne soit pas référencée sur le site My Bulova. Il y a quelques dérivés en version chronographe, mais là pour le coup c'est pas Bulova qui l'a fait, mais c'est Omega qui a utilisé un brevet de chez Bulova pour sortir la fameuse Omega Speedmaster. Speedsonic, les amis, souvenez-vous de Watch Out, ça faisait partie du quiz qu'il y avait à cette époque. Tu as utilisé un adjectif qui était sympathique, mais quel est l'adjectif? Est-ce celui-ci avec lequel tu as envie de résumer cette montre? Alors, j'ai vraiment réfléchi à quel adjectif je pourrais lui donner. J'en ai eu plein en tête. Il ne dort plus depuis des semaines parce qu'il sait qu'il va devoir donner un adjectif. Et c'est vrai, je le confirme, je ne dors plus à cause de cet adjectif. Donc, ce que je veux dire de cette montre, c'est qu'elle est fascinante. Oui. Pourquoi fascinante? Parce que j'ai l'impression qu'elle nous envoûte complètement avec sa trotteuse tout à fait linéaire. Aucun à-coup dans son fonctionnement. Oui. Et fascinante parce que à chaque fois que je la regarde, je suis complètement bloqué sur sa beauté générale. Enfin, c'est ce que j'en pense en tout cas. Ah bien sûr. Le propre de l'adjectif, c'est que c'est ton adjectif à toi. Oui, c'est vrai. Et je trouve que j'ai plein de choses. Plein de choses que j'adore sur cette montre, mais c'est vrai que son cadran extrêmement soleillé. Ça, c'est le détail alors. Ouais, elle est fascinante. Oui. Il anticipe tout. À un moment, vous allez voir, il va faire le lancement. Il va faire le lancement de la suite. Donc, effectivement, le traitement marron chocolat, soleillé, est vraiment sympa. Mais j'ai le sentiment, dis-moi si je ne me trompe pas, j'espère que vous le verrez les amis avec les images. Il n'est pas que soleillé ce cadran. En fait, il y a un halo aussi entre du marron un petit peu plus clair à l'intérieur et de plus en plus foncé à l'extérieur. C'est ça. En fait, effectivement, donc c'est pas des couleurs qui sont tranchées sur le cadran. C'est vraiment, comme tu dis, un halo, comme s'il y avait le reflet du soleil qui venait, qui venait nous donner la couleur. Bien sûr. Et puis pour le coup, on a un verre synthétique, ésalite, plastique, à la limite peu importe, qui permet qui amène 1000 reflets comme ça. C'est très très sympa. Chrono 24, tu l'as acheté, tu nous dis donc en Bulgarie. C'est ça. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir à seulement 600 €. Ouais, ok. Je dis seulement pourquoi? Parce que c'est toujours un tarif qui est pas mal pour une montre qui comme on dit souvent, qui sert pas à grand chose. Pour moi elle sert justement à me donner de l'émotion et puis. Bien sûr. Donc ça n'a pas de prix ça. Et voilà, exactement. Et si je trouve que c'est pas cher, c'est parce que, comme tu le dis de temps en temps, le rapport prix-émotion
pour moi et Ouais. a été poussé à son Ouais. extrême. Je comprends. Donc j'aurais pu acheter des montres beaucoup plus chères. J'en ai essayé beaucoup, récentes, anciennes, et à chaque fois donc c'était des prix qui étaient beaucoup plus élevés que celle-ci. Mais tu les as essayées, celles-là. Ouais. Alors que celle-là, tu l'as pas essayée. Celle-ci, je ne l'ai pas essayée. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment coup de cœur. Donc c'est un coup de cœur qui a été partagé avec beaucoup de monde autour de moi. Je veux dire, ça a joué indirectement. Hein. Je vais la garder, les amis. Et l'idée, c'est que c'est pour... en fait, c'est vraiment la première fois où j'ai montré donc, les photos avant de l'acheter à pas mal de monde et que j'avais quasiment tout le monde qui me disait, Qui disait go. Go. Ouais. Alors, elle a deux caractéristiques quand même assez visibles. Puis après, il y en a une troisième dont je parlerai tout à l'heure. En fait, j'hésite à en parler maintenant, mais après, j'ai beau travailler durement, les amis, pour faire un quiz qui tient la route, mais après, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dedans. Donc bon, deux caractéristiques quand même très visibles. Ouais. Boîtier, bon, je pense qu'il est plaqué or. Oui, c'est ça. Donc visuellement, c'est une montre en or. Oui, visuellement. Voilà, donc tu nous diras un petit peu ça. Et puis tu as deux couronnes à 14h et à 16h. Exactement. Alors elles servent à quoi ces deux couronnes? Exactement. L'une à régler l'heure, j'imagine? Alors celle du bas sert à régler effectivement l'heure. Ouais. Et également la date. Ouais. Alors la date se règle sur cette couronne, la date se règle sans tirer la couronne. Donc on tourne vers le haut et ça fait sauter la date. Ouais. Et celle du haut, alors est une fonction jump hour. Je pense que c'est une jump hour parce que ça fait sauter l'heure, ça nous fait sauter l'heure donc sur l'heure suivante. Et comment tu gères le GMT alors? C'est ce qui te permet de justement régler le GMT. Ouais. L'idée c'est que tu règles l'heure en fonction du décalage du nombre d'heures. D'accord. Donc là tu as un décalage sur l'écran actuel, tu as un décalage de 6 heures, donc ce qui correspond à l'heure que tu as en Australie par exemple. Ouais. Et du coup… Tu l'as réglé comme ça pour l'Australie toi? Ouais, j'ai un ami qui habite en Australie, donc je sais si… C'est la première fois qu'il y a une montre GMT qui passe sur la chaîne où ça a une utilité. Franchement, je pense que c'est un… si tu voyages, c'est vraiment top. Ouais. Ou si tu bosses, là, il y a pas mal de gens qui sont passés, qui sont home office, qui travaillent avec des gens à l'étranger. C'est quand même intéressant d'avoir ça. Dans mon travail, je l'utilise peu, parce que généralement, c'est l'utilisation qu'on en fait, de la montre GMT. J'ai parfois à me poser la question du décalage horaire, c'est plutôt rare. Mais c'est pas l'utilisation que j'en fais. C'est vraiment quelque part c'est vraiment le design et je pense que c'est pour beaucoup de gens comme ça. D'accord. C'est couronnes vissées? Non. Non, c'est pas une couronne vissée. Ouais. Les deux, on voit le logo de Bulova, avec justement en forme de diapason. Il faut que vous imaginiez un diapason de musicien. Voilà, qui permet d'avoir le La et puis de régler et de bien s'organiser avec son instrument, quel qu'il soit. Ok, le fait qu'elle soit en or, entre guillemets, c'est une nouveauté pour toi? C'est la première fois que tu as une montre? Oui, c'est la première montre dorée que j'ai. Ouais. Et je le vis bien. Tu le vis bien? Ouais. Ok, ça marche. Je ne trouve pas qu'elle soit ostentatoire parce que du fait de son aspect un peu vintage et du fait que de toute façon elle passe souvent sous la chemise et personne ne la voit. Okay. Et puis là, pour le coup, je ne me pose pas trop de questions. Le principal, c'est qu'elle me plaise. Ouais. Là, tu as une boucle déployante qui est pas d'époque. Hein. Non. D'abord, à l'époque, tu n'en avais pas. Ouais, je l'ai ajouté. Voilà, et tu l'as rajouté. Ok. Tu t'es pas dit, moi, c'est typiquement un truc que je fais. C'est tout de suite rechercher sur ce genre de montre une boucle, si possible d'origine. Tu as essayé? J'ai essayé. Puis, non, malheureusement, je n'ai pas trouvé la boucle d'origine. C'est plutôt facile de retrouver les bracelets d'origine qui sont en lézard. Ouais. Mais par contre, la boucle, c'est un peu plus compliqué. Prendre le temps. Et quand oui, voilà, je ne suis pas pressé. Et quand je la trouverai, je la prendrai sans faute. Ouais, de mémoire, hein, on voit bien le diapason qui ressort. Ça en fait une boucle qui est quand même très très sympa. Ouais. Ok, donc pour l'instant, tu n'as pas eu à changer la pile? Pas encore. Hein. Ouais. Le jour où ça va arriver,
Donc tu l'as depuis quelques mois, donc c'est dans 9-12 mois, hein, parce que là justement l'une des problématiques de ces technologies à l'époque, hein, avant qu'on soit sur les standards du quartz, vraiment totalement abouti et optimisé, par exemple avec cette LIP, tu as une durée de vie d'1 an. Est-ce que si je tire sur la couronne là, la trotteuse s'arrête? Non. Elle va continuer. Ah ouais, donc elle s'arrête jamais. Oui, elle s'arrête jamais. Ouais, alors que vous voyez, là j'ai une LIP Super Nautic Ski avec le boîtier super compresseur. Hein. Si tu tires la couronne donc à 16 heures, un stop seconde. Non, tu as mieux qu'un stop seconde. C'est que ça arrête. Ça arrête le circuit, tu veux dire? Eh oui. D'accord. Eh oui. Oui, donc ça, autant vous dire qu'elle ne tourne pas souvent non plus, parce que pour toutes les portées, il faut… Ce qui te permet d'économiser ta batterie. Ah oui, sinon je suis spécialiste. Là, il faut que j'achète un carton complet de batterie avec les différents modèles que je peux avoir. Donc écoute, si je peux faire une petite parenthèse, donc ce que tu m'as prêté comme montre, là, c'est une LIP qui datait… Alors, c'est une LIP, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, les amis, c'est une LIP, mais qui est labellisée les industries de Palante, puisque au moment des grands conflits sociaux, qui ont vraiment été une problématique nationale en France à l'époque, eh bien, les ouvriers ont en fait pris possession à Palante, le quartier de Besançon, de l'un des sites de fabrication, et ont continué avec une coopérative, ont continué à fabriquer des montres en… on va dire séquestrant le matériel et en utilisant le matériel de LIP, mais pour des questions de marque, ne sortaient pas des montres LIP, mais des montres les industries de Palante, d'où le logo ou l'inscription à 12 heures très particulière. Et puis elles ont quand même une similarité, c'est qu'il y a 2 couronnes. Oui, tu vois. Là c'était pour le traitement de l'étanchéité avec la couronne à, la lunette, à 14 heures pour faire tourner la lunette interne, qui est donc intégrée à la montre, alors que toi, c'est pour gérer l'heure GMT. Oui. On s'est régalé, les amis. On enchaîne avec la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends finalement. Hein, vous avez bien compris, mais bon, peut-être qu'en off, je repartirai avec. Bon, le problème, c'est comme je ne veux pas lâcher cette LIP, je pense qu'on va en rester là. Alors, quel âge as-tu, Yacine? Alors, je viens d'avoir 36 ans. Waouh, c'est pas mal ça. Bon, tu restes quand même tout jeune et tout ça, mais tu dois encore te souvenir de tes premières émotions horlogères. Comment ça a démarré tout ça? Bien sûr. Alors, j'ai commencé, on va dire, dans l'aventure horlogère assez tôt. Donc, j'ai eu assez jeune des montres électroniques de type vraiment simple. Je pense que c'était des Casio à l'époque, je ne les ai plus malheureusement. Donc j'ai assez vite enchaîné, on va dire, dans mon adolescence. Donc ça, alors, je saute directement à l'adolescence parce que j'ai vraiment eu que des petites montres sans importance. Voilà, mais juste pour te donner l'heure. Exactement. Histoire d'être à l'heure quand tu dis je rentre à 6 heures. Exactement. At the tone, it's 6 p.m. Yacine time. Donc il faut être de retour à 6 heures, Yacine. Hein. Attention. Hein. Voilà, j'y étais. L'idée, c'est que j'ai vraiment pris l'habitude d'avoir quelque chose au poignet. Pour moi, c'est important d'avoir l'heure. Donc à cette époque, donc on était dans les années 90. L'idée, c'était qu'on avait l'heure au poignet ou on n'avait pas l'heure. Parce que on n'avait pas de téléphone. C'est ça. Donc le téléphone venait à peine d'arriver. Et puis j'étais un peu jeune aussi pour avoir un téléphone. Et d'ailleurs, même à l'époque, quand on avait un téléphone, ce n'était pas forcément l'heure précise, parce qu'elle n'était pas synchronisée non plus avec l'horloge atomique. Il y avait l'horloge parlante à l'époque. Il y avait l'horloge parlante, on passait un coup de fil et puis on avait l'heure, c'est vrai, à condition d'avoir une carte de téléphone. Et donc, jusqu'à l'adolescence, on va dire que je n'ai pas eu de montre particulière. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des montres qui étaient plutôt basiques, de type fossile. Donc il y en a une en particulier que j'ai gardée pendant vraiment plusieurs années, quasiment toute mon adolescence, et que j'ai apportée. Ah voilà, j'en étais sûr, Je prends mon petit sac. J'en étais sûr. Voilà.
Le mec, il a amené un sac qui fait un quart de mètre cube, il a pas mal de choses. Attends, si tu me permets, je veux juste baisser le micro là pour m'assurer qu'il ne touche pas voilà, ta chemise. Voilà. Donc ça, si tu l'as gardée, c'est qu'elle est encore importante pour toi. Oui, alors je l'ai gardée parce que je pense qu'elle m'a accompagné dans vraiment beaucoup d'aventures. Je pense que j'ai dû. Alors tu feras gaffe, elle est un peu, elle a un peu utilisée, un peu même cassée. Bon bah voilà, vous voyez, c'est une fossile en 44. Oui, voilà, c'est un très gros diamètre. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Tu voulais te la donner? Oui, voilà. Je voulais se la donner. Oui, il était jeune à l'époque. À 18 ans, on voulait. Et puis il y a même une sorte de petit diamant. Voilà, au milieu. Ouais. Tu la portes plus? Non, je la porte plus. L'idée, c'est que bon, c'est une montre qui, à l'époque, je pensais qu'elle était en céramique. En plus, hein, c'était un petit peu l'arrivée des montres en céramique. Elle a un peu un style un peu. Mais elle est en céramique ou elle est en traitement? Non, elle est en PVD quoi. Elle est en PVD en réalité. Ouais. Mais tu croyais qu'elle était en céramique? Exactement, exactement. Bah après, T'as pas changé la pile? Je m'en fichais un peu. Non, j'ai pas changé la pile parce que je n'arrive pas à ouvrir le fond de boîte qui est très très bien accroché. Même avec un petit outil qui comme ça, c'est très bien vissé. Eh ben, il faut que tu t'entraînes plus parce que le jour où tu te devras le faire pour ta Bulova, et oui, ça c'est un truc que personnellement j'adore faire. On en avait parlé avec Alexandre qui était venu avec ses 3 Omega Seamaster 120 Jacques Mayol. Un des trucs quand même sympa, parce qu'il n'y a finalement pas grand chose d'autre à faire, où on n'a pas les compétences horlogères, c'est quand même de changer ses piles, etc., d'avoir les outils qui vont avec. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est... comment elle t'a marqué cette montre-là, tu vois, dans ton évolution derrière? Elle t'a marqué ou elle t'a pas marqué? Alors oui, elle m'a marqué. Cette montre, elle m'a quand même accompagné dans une grande période de ma vie, dans une longue période de ma vie même. Jusqu'à quel âge? Je pense que je l'ai eu entre 18 ans et facile 25 ans. D'accord. Et après, tu es passé à quoi? Après, je suis assez vite passé. Alors, après, on va dire qu'il y a eu un petit marqueur important, c'est mes 30 ans. Ouais. À 30 ans, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, j'aime bien les montres. Ouais. J'en ai eu d'autres, quartz, dans ce style-là de fossiles. Et il faudrait que je passe à l'étape supérieure, à 30 ans. Et donc, en faisant le tour des boutiques, parce que je pensais qu'à l'époque, il n'y avait que ça comme solution, je me suis porté sur 2 choix différents. C'était soit une Tissot, soit une montre à quartz de chez Cerruti. C'est un chronographe. Alors, le modèle, c'est le CRA 089 que je n'ai plus actuellement. Que j'avais choisi. Mais si tu te souviens plus du chrono quartz Cerruti, c'est que c'est celui que tu as pris? Oui, c'est ça. Il a l'honnêteté et le courage de reconnaître qu'il a préféré une Cerruti à quartz à une Tissot. Tissot, c'est quand même... c'est vrai. Ils sont pas loin, j'exagère un peu, mais ils sont peut-être à 175, 180 années d'existence. Oui. Nino Cerruti, c'est un designer italien et qui fait du prêt-à-porter. Exactement. Et tu l'as ramené là, Nino Cerruti? Alors malheureusement non, je l'ai ramené. Il va pas jusqu'au bout du truc, il veut pas se payer la honte devant tout le monde, quoi. Je l'ai revendu il y a quelques jours. C'est vrai? Et il y a quelqu'un qui te l'a racheté? Oui, il me l'a racheté. On me l'a racheté. Et sincèrement, je l'ai revendu parce qu'elle ne me procurait aucune émotion. Ah oui, bien sûr. Aucun souvenir avec. Ouais. Alors pour revenir à mon choix, pourquoi j'ai pris une Cerruti et pas la Tissot? Non, si ça t'ennuie pas, pour qu'on aille quand même droit au but, l'idée c'est à quel moment et pourquoi tu es passé de cette Cerruti, elle était forcément jolie si tu l'as prise, etc., mais à quel moment tu es passé de, bon, qu'elle soit jolie, c'est important. Le design, c'est toujours essentiel. Si elle ne plaît pas, on n'achète pas une montre si elle ne nous plaît pas, je pense. Oui. À quel moment tu es passé de il faut qu'elle me plaise, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, oui. À le fait qu'elle donne l'heure, c'est aussi secondaire. Ce qui compte, c'est la mécanique, la durabilité, l'émotion, par quel cheminement cette montre est-elle passée, et ainsi de suite. Et donc, qui t'a amené vers
ce qu'on pourrait qualifier, je ne vais pas dire horlogerie mécanique, parce que pour le coup, Oui. on est sur une Bulova là, Oui. qui ne l'est pas. Tu Oui, vois, donc effectivement. le grand changement dont on regarde sur l'horlogerie, c'est avec quel modèle? Alors, c'est au moment où j'ai commencé, comme je le disais, je vais souvent au marché Opus. Ouais. Et j'ai rencontré, on va dire, plusieurs montres mécaniques. Ouais. Et je pensais que c'était vraiment inaccessible, hein. C'est des prix qui sont parfois très élevés, Ouais. parfois moins. Mais quand ils le sont moins, en tout cas, il y a une notion d'entretien qu'il faut prendre en considération. Ouais. Donc c'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser au marché du vintage que je me suis intéressé à ce qu'il pouvait y avoir dans la montre. Voilà. Et donc forcément à toute l'histoire qui peut découler de la montre que je vais, ou de la marque en tout cas, que je vais prendre. Et donc alors, il nous fait saliver, là, le mec, il nous fait un truc, on est en train de monter en puissance, on va bientôt exploser et on arrive sur une... Donc un jour, je suis allé au marché Opus et je suis tombé sur une Jazz que j'ai apportée. Ah ben voilà, c'est parti. La voilà. Donc elle est ici. Et donc cette Jazz, pardon. Voilà. Donc cette Jazz, elle est très simple et en même temps... Et elle est complètement cachée au fond de son sac. Exactement, mon sac. Donc là voilà. Donc c'est une Jazz, Jazz Game, donc avec un look assez années 80. Ouais. Et avec un jeu vidéo à l'intérieur. Voilà. Un jeu. D'où les deux boutons là. Exactement. Donc un jeu du type Space Invader. Ouais. Et moi je trouve ça top. Voilà. Donc là, effectivement, tu as encore une autre époque. Hein. Là, l'électronique a tout envahi. C'est-à-dire que l'affichage analogique avec un minimum de roues, de pignons, etc. a complètement disparu au profit de quelque chose d'entièrement électronique avec un affichage digital LCD, sachant qu'entre le totalement électronique affichage analogique et le totalement électronique affichage LCD, il y a eu l'affichage LED au début des années 70, peu ou prou concomitant à la Bulova Accutron. Donc là, tu as heure, minute, seconde, date, jour de la semaine, il y a beaucoup de choses. Alarme, chronographe et jeux vidéo. Alors qu'est-ce que tu fais avec là? Alors pour activer le jeu vidéo, il faut appuyer sur le petit bouton. Voilà, hop. Et donc là, avec la droite et la gauche, tu peux aller faire. Bon, les amis, je vous laisse. Je te laisse l'antenne. Yacine, je suis en train de faire une petite partie. On a vite fait de passer c'est parti, 30 minutes sur la montre. C'est parti, mon kiki. Ça, c'est mon époque. Hein. Ouais, clairement. Hein. C'est pas mal. Hein. Ah ouais, très, 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 très sympa. Combien tu as payé ça? Alors, j'ai payé ça 10 €. Et à combien de temps? Je pense qu'il doit y avoir 3 ans maintenant déjà. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus cher maintenant. Hein. Il y a un hype, hein, on va dire, il y a une là-dessus. Alors pour le coup, là c'est Jazz, plus connu quand même pour les réveils et les horloges de table, et les horloges dans les cuisines, etc. Mais il y a une vraie désirabilité. Et si des modèles comme ça, brandés Seiko, faut multiplier par 20 par rapport par 30, 40. Alors là, si c'est brandé Omega, là il y a des Omega Speedmaster, les amis, totalement LCD. Là, c'est à plus de 1000 €, largement. Voilà, c'est intéressant. Petit format, contenu. Voilà. C'était le début de la. T'as réussi à être concentré à l'école avec ça ou t'étais en train. Attendez, madame, je suis en train de lire l'heure là. J'étais Vous ne plus à foutez l'école. pas de moi, Yacine. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a 3 ans. Excuse-moi. Ok, très sympa. Très sympa. Ouais, c'est assez atypique. Non, mais moralité, tu as quand même dans ton parcours quelques marqueurs sur des montres qui ne sont pas mécaniques. Oui, c'est vrai. Voilà. Qui fait que tu as une attirance pour les deux. C'est vrai, j'ai une attirance pour les deux et je n'ai pas du tout de choix en tête, c'est-à-dire de blocage sur une marque ou sur une autre. Fais gaffe, il est en train de lancer une partie, il ne va plus m'écouter après. D'ailleurs, lance la partie et si tu perds, tu n'auras pas de casquette. Ouais, les amis. Et donc l'idée, c'est que j'ai... moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la particularité de la montre.
Là, dans ce cas de figure, c'est qu'il y avait un jeu vidéo dedans. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. L'idée, c'est que vraiment, j'aime bien avoir des montres un peu atypiques. Pour moi, je trouve ça sympa. Voilà. Eh ben, c'est très cool. J'ai. Ah, il en a encore dans son sac. Attends, Alors, vas-y. Alors là, c'est plus récemment. On va peut-être passer un peu moins de temps n'oublie pas dessus. que le focus, quand même, c'était ta Bulova. Hein. Donc, t'en as Oui, combien c'est dans ton sac encore? On a une dernière. Ah, une dernière. Allez, les amis, on lui accorde la dernière avant qu'on passe au célèbre quiz. Alors, la voilà. Alors, l'idée, c'est que. Donc là, c'est une montre que j'ai trouvée il y a quelques jours et que je cherchais depuis plusieurs années. C'est la montre de ma mère qui est partie malheureusement très tôt et que je cherchais depuis précisément 19 ans. Oui. Voilà. Donc cette montre, je l'ai trouvée il y a quelques jours. Canon. C'est une montre Canon, de la marque Canon, donc c'est des appareils photo d'habitude ou plein d'autres choses, hein, qui a fait cette montre. Et l'idée, c'est que sur cette montre, donc j'avais depuis toujours l'idée que j'avais une montre de ma mère, je la retrouvais nulle part. Et comme je savais que j'allais passer dans ta chaîne et que j'étais très excité, je me suis dit, il faut que je retrouve cette montre. Et je n'avais même plus le souvenir de quoi elle ressemblait. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je cherche et je l'ai trouvée. Pour l'occasion, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même changer la pile pour qu'elle fonctionne quand je vais voir Xavier. Mais elle n'est pas à pile. Elle n'est pas à pile. Eh oui. C'est une montre mécanique. Et oui, c'est ce que j'ai vu tout de suite avec 17 rubis. Exactement. Voilà, on a le logo et l'écriture de Canon tel que c'est aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc c'est probablement... tu l'as ouverte ou pas? Alors oui, je l'ai ouverte et j'ai vu un très beau mouvement mécanique minuscule. Ouais. C'est quoi? C'est un Seiko? Alors c'est un mouvement... alors j'ai pas vu de marque dessus. Je ne pense pas que ce soit un Seiko, mais j'imagine que comme c'est une marque japonaise, il doit provenir soit de Seiko, peut-être de Citizen. Ouais. Et vraiment, ça m'a renforcé dans mon amour pour l'horlogerie. Je me dis que ma mère, à cette époque, avait déjà une montre mécanique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une forme très, très originale, non, mais à 8 côtés, oui, octogonal. Ouais. Alors là, on est sur un tout petit diamètre. On doit être en moins de 20 mm. Ouais. Hein, vraiment tout petit. C'est assez anachronique, hein, vous la voyez en photo, les amis, avec un Canon, il y aurait écrit Canon fait des photocopieuses et des imprimantes, ça ne nous choquerait pas. Et là, pour autant, on a un 17 jewels, donc on a une montre mécanique avec un tout petit bracelet. Ouais. C'est clair que là, les amis, avec Yacine, on est tombé sur un autre fou du vintage. Et pour le coup, on va quand même essayer de tester ce qu'il a à nous raconter. C'est parti pour le célèbre quiz. Tiens, Merci beaucoup. Je te la rends. Belle trouvaille. Alors, j'ai préparé, Yacine. Oui. J'essaye de les retrouver. 1, 2, 3 questions plutôt branchées Bulova. D'accord. Voilà. Et il y a la célèbre casquette à gagner. Si Yacine, je ne sais pas, gagne ou perd 1-0, 2-0, 3-0, même peut-être 4-0, on verra après en termes de règlement. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Première question. Oui. À quelle fréquence oscille le calibre Accutron? Réponse A, 5 Hz. Réponse B, 360 Hz. Réponse C, 32 000 Hz. 5 Hz, 360 Hz, 32 000 Hz. Xavier, je pense que c'est la réponse B, 360 Hz. T'es sûr? Oui. Bonne réponse. Bon début, il a eu un petit peu peur. Si tu en es sûr, c'est que tu t'es documenté sur le sujet, tu as regardé un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Donc 360 Hz pour le modèle d'origine. Ensuite, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je sais que Max Hetzel, qui est à l'origine de ce calibre, un Suisse, avait également
produit pour Omega et bien plus tard un calibre qui allait sur une fréquence supérieure, donc pas loin de 600. Ouais, mais ça, c'est quand il a quitté Bulova. Exactement. Voilà, la petite histoire de Max Hetzel, quand même, c'est qu'il a proposé ses réflexions, ses innovations à quelques marques suisses, et puis on lui a dit de passer son chemin avec sa R&D, etc. Et donc, il est parti aux États-Unis, même si Bulova avait un centre de fabrication en Suisse, à Bienne à l'époque, il est parti chez Bulova, et puis le brevet du tuning fork a été déposé, ce qui est devenu l'Acutron en termes de modèle. 5 Hz, c'est la fréquence d'un calibre mécanique dit haute fréquence. Le plus connu d'entre tous, c'est le Zenith El Primero. Donc 5 Hz, c'est le nombre d'oscillations à la seconde. Donc 1 Hz, c'est un tic et un tac. Voilà. Donc 5 tic-tac, ça fait 10. Donc vous pouvez mesurer un temps court au dixième de seconde, 36 000 alternances à l'heure. Zenith, avec son projet Defilab, est monté à 50 Hz, donc c'est-à-dire 2 échappements et 2 oscillations distinctes dans la montre, 5 Hz pour heure, minute, seconde, et pour le chronographe au centième de seconde, une oscillation à 50 Hz. Qui est quand même du sacré bon boulot. 32 000 Hz, c'est le standard d'oscillation des montres à quartz, qui n'est pas pour le coup, et ça peut paraître surprenant, un standard issu de la R&D et de ce qu'a lancé Seiko, avec la Seiko Astron en 69, décembre 69, mais ça vient de Girard Perregaux. Voilà, une très très ancienne manufacture suisse. Yacine, tu mènes 1-0. Eh ouais, il est sûr de ne pas partir Fanny au bar, les amis. Les terrasses ont ouvert, donc là, forcément, ça lui aurait coûté un coup. Mais moi, il faut que je me méfie, parce que peut-être que c'est moi qui vais prendre Fanny, les amis. Alors, je te propose une deuxième question. Cherchez l'erreur parmi ces caractéristiques d'une Bulova Acutron. Donc je te donne 3 caractéristiques, l'une n'en est pas une. D'accord. C'est assez simple. Réponse A, elle vibre tel un bourdon qui vous frôle l'oreille. C'est beau la poésie. Réponse B, son aiguille des secondes se déplace sans à-coups. Réponse C, elle possède une réserve de marche de 48 heures. Eh bien, je pense que c'est la réponse C, tout simplement parce que j'ai… La réponse C oui. Il va me dire pourquoi c'est la réponse C, mais je ne lui ai pas dit si c'était ça la bonne réponse. Oui, c'est vrai. Une réserve de marche sur une montre électronique, je ne sais pas. Bonne réponse. Et oui, 48 heures ou la réserve de marche, 36 heures, 100 heures maintenant, 7 jours sur un certain nombre de modèles, c'est lié à la vitesse finalement à laquelle le ressort qui fournit l'énergie à la montre se décharge. Là, sur une montre qu'on va qualifier d'électrique ou électronique, eh bien, l'énergie ne provient pas d'un ressort, mais d'une pile. C'est bien ça, bonne réponse. Et alors effectivement, si vous mettez à l'oreille une Bulova Acutron, vous avez un bourdonnement, très très caractéristique, et quand vous la portez dans les mains, tout à l'heure je l'ai bien ressenti, ça me faisait rigoler, vous sentez les vibrations. C'est très très subtil, mais ça n'a absolument rien à voir avec une montre mécanique. Alors pour le coup, si vous êtes fan de cette époque, de ces montres-là, il y a un livre qu'il faut que vous vous procuriez. Je ne sais pas si tu l'as, je ne sais pas si tu le connais, je le lis parce que parfois je me trompe, c'est The History of the Modern Wristwatch. C'est un livre écrit par un Néerlandais qui s'appelle Peter Dansen. Je vous mettrai les références en description. Vous avez toutes les montres électroniques depuis la première, c'est-à-dire Hamilton, milieu des années 50, avec l'explication des brevets, les designers, quasiment tous les modèles, jusqu'à
jusqu'au moment, on va dire, où les premières montres LCD arrivent sur le marché et vous avez tout d'expliqué, c'est scientifique, c'est technique, c'est poétique, il y a du design, vous avez toutes les références de piles pour tous les modèles. Vous n'avez pas tous les modèles, parce que j'ai réussi à me retrouver avec des modèles qui n'étaient pas dedans, mais franchement, c'est absolument magnifique si on s'intéresse à cette période et vous verrez que ça démarre très très tôt. Hein, les oscillations à quartz, c'est du début 20e, mais ce n'était pas encore dans des montres, hein, c'était des énormes machines. Ouais. C'est passionnant si vous vous intéressez à la conquête du temps. Voilà. Si le sujet c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est une marque haut de gamme, est-ce qu'elle va prendre de la valeur, passez votre chemin. Notre ami Peter Donsen, il ne fait pas des choses pour vous, quoi. Voilà. Donc c'est une bible de la montre électronique. Je suis à peu près sûr qu'Yacine, il va se jeter dessus. Ouais. Les amis, c'est de mémoire 70 € livré en France. Vous voyez, pour une bible, c'est quand même pas cher. Bon, tu mènes de 0 ? Ouais. On dirait. Tu mènes de 0, hein. Et tu sais que vous savez qu'avant de venir à ce reportage, il faut quand même que je décide ou non s'il part avec la casquette, etc. Et aujourd'hui, il faut gagner 3-0. D'accord. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Troisième question. En 2008, Bulova change une nouvelle fois de main et est racheté par réponse A, Seiko. Réponse B, Casio. Réponse C, Citizen. Xavier, c'est la réponse C, c'est Citizen. Oh là là, il veut absolument partir avec la casquette, c'est beau ça. Mais attends, mais t'es une bible à toi tout seul ou quoi? Tu t'es renseigné sur le sujet? Oui, alors quand j'ai acheté la montre, moi j'aime bien savoir ce que j'ai. Et là vraiment, l'histoire de Bulova m'a complètement passionné. Ouais. J'adore l'histoire de Bulova d'ailleurs. Avec toutes les innovations qui ont pu être créées. Donc oui, j'adore cette histoire. Eh oui. Alors, des questions, j'aurais pu en poser plein, mais comme j'espère fondamentalement avoir d'autres Bulova à Cutron et d'autres Bulova sur la chaîne, on n'est pas rentré dans le proto Bulova Pilot qui est a priori de façon très documentée la seule autre montre à avoir foulé le sol lunaire. Hein. C'était un proto de Apollo 15 avec Davis Scott qui l'avait au poignet. Il y a la Space View qui est la première à Cutron. Et je salue d'ailleurs Fred qui était passé avec sa Bell & Ross BR05 qui en a une de Cutron Space View. C'est la première à Cutron. Justement, il n'y a pas de cadran parce que l'idée c'est de voir en fait cet oscillateur et ces deux bobines de cuivre qui fonctionnent, même si on ne voit pas le fonctionnement, on voit que le déplacement des montres. Il y a plein de choses, il y a la Bulova à Cutron Astronaute qui est absolument magnifique. Exactement. Avec un boîtier rond un petit peu comme celui-là et avec son bracelet un peu en métal mais qui fait penser à des écailles de serpent. Enfin, il y a des choses astronomiques, il y a Bulova de Frank Sinatra. On peut y passer des heures sur Bulova et c'est devenu, voilà, ça a été relancé. Des montres qui ont une marque qui a perdu en prestige. Oui. C'est dommage, c'est beau. Et effectivement, Citizen est en train de... Tu sais combien ça fait de chiffre d'affaires, Citizen? Non, je ne sais pas. À votre avis, les amis? Je pense que ça doit être... Tu as vu, ils ne veulent pas me répondre. Hein. Citizen, 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est intégralement dans l'horlogerie? Je ne suis pas sûr, hein. Il y a vraiment des logiques de conglomérat au Japon, mais dans l'horlogerie, Citizen, c'est les calibres Miyota, c'est Frédéric Constant, c'est Vagari qui fait des choses intéressantes, c'est Arnold Denson, c'est la Joux Perret, c'est Citizen, EcoDrive avec l'énergie solaire. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Salut Xavier, que tu étais venu avec ta Citizen Bullhead chronographe. Oui. Un grand fan de vintage comme toi. D'accord. Tu vois. Écoutez, je lui remets comme le vainqueur d'Indianapolis, avec un petit peu de lait à boire. Non, tiens, je suis ravi que tu repartes avec. Te voilà avec une belle casquette d'Alichus. Tonnerre d'applaudissements. Il n'a pas hésité, il n'a pas faibli. Belle victoire.
Merci. 3-0. Les amis, on enchaîne à la séquence suivante. Recto verso, tu nous disais que tu avais d'autres passions. Oui. On a compris que ça tournait un petit peu autour des choses vintage. De quoi Oui. s'agit-il exactement? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, je peux peut-être parler de ma passion pour les guitares électriques. Waouh! Donc, Tu es musicien? Alors, je peux pas. Enfin, musicien, c'est un grand mot. Hein, je suis pas. En tout cas, je suis pas un professionnel. Mais tu joues? Mais je joue un peu de guitare. Ouais. Et ça, c'est parce que je me suis passionné assez vite sur les guitares vintage. Ouais. Donc j'en ai plusieurs, je peux en citer quelques-unes. Tu en as combien? Alors j'en ai eu jusqu'à 30. Là je me suis un peu calmé. Waouh! Voilà, Vous imaginez si on était dans petite guitare entre amis, là il vient avec le semi-remorque, hein, pas avec le petit sac à côté de lui, une trentaine? J'en ai eu jusqu'à une trentaine et bon là Tu t'es calmé? je suis plus raisonnable. T'es passé à 28. Et j'en ai plus que 6. Attends, tu collectionnes un truc, tu en as 30, donc tu t'es séparé de 24. Exactement. Et ça t'a pas fendu le cœur? Alors non, parce qu'il faut faire des choix et puis j'ai gardé vraiment on va dire les plus belles pièces. Alors c'est lesquelles? Voilà. Donc là actuellement j'ai une Fender Stratocaster japonaise. Ouais. Alors c'est une Fender qui est un peu particulière parce que c'est le modèle Contemporary. Bon, c'est un terme technique, hein, mais elle a un chevalet flottant d'origine Fender, donc c'est un modèle sympa. J'ai aussi. Non mais attends, un chevalet flottant d'origine Fender, donc Fender Amérique. Non, c'est vraiment japonais. Ouais. Oui, non mais. Enfin, Fender, oui, bien sûr. Ouais, ok. Mais pour le coup, C'est Fender. dans la logique du collectionneur ou du musicien d'ailleurs, une Fender c'est américain. Ah oui, clairement. Ouais, donc clairement. là, toi, c'est déjà l'époque où ils ont commencé à faire leur guitare au Japon. Exactement. Et maintenant, ça a encore changé. C'est en Corée, c'est à Hong Kong. Alors, il y a plusieurs origines possibles. Les plus importantes, c'est Japon, Corée, États-Unis. Ouais. Sachant que les japonaises sont considérées comme des modèles moyens de gamme chez Fender. Ouais. Comme celle-ci est un modèle vintage, elle a été produite à une époque où l'usine qui l'a faite avait une excellente réputation, ce qui fait que ce modèle devient de plus en plus rare. Voilà. Ok. Combien ça coûte un modèle comme ça? Alors moi j'ai eu de la chance parce que je l'ai acheté à peine 600 €. Ouais. Aujourd'hui elle en vaut le triple. Vous avez compris? Yacine n'achète qu'à 600 €. Sa Bulova Cutron Traveler Mark II, c'est 600 €. Et voilà. Et donc, ça en vaut plus, ouais. Ouais, l'idée c'est pas de faire de la spéculation, c'est vraiment le hasard qui fait ça. Mais pourquoi les guitares électriques? Alors sans raison, parce que j'aime l'objet. Quand tu étais jeune, Yacine, il avait les cheveux jusque là. Et il écoutait Nono et Bernie Bonvoisin de Trust Antisocial. Trust, hein. Moi je suis plus Guns N' Roses. Ouais. Ah ouais. Bah oui, mais bon, il n'a pas la coupe de cheveux de Slash non plus. Hein. Ok, mais justement, Slash, il joue avec quoi comme guitare? Alors lui, il a une Gibson Les Paul. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc il a ses versions qui lui sont propres. Ouais. Oui, bien sûr. Tu as une Gibson Les Paul? J'ai une Les Paul, mais c'est pas une Gibson. Les puristes vont dire que c'est pas une Les Paul, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est la forme Les Paul. Que j'ai fabriqué moi-même, parce que j'en ai déjà fait une entière. Ouais. Donc c'est des guitares qu'on peut comment, acheter en kit. Ah oui, ok. Donc c'est des guitares en kit que tu assembles. Exactement. Ouais, mais tu n'as pas sorti ton tour à bois, tout ça. Alors un petit peu quand même. Ouais. Un petit peu quand même. Il a fallu faire quand même des pièces. Il a fallu fabriquer des pièces pour faire la guitare. Ouais. Comme le bout du manche ou certaines pièces pour la table. Et là, tu joues avec celle-là aussi? Oui, je joue avec toutes mes guitares. Donc tu rentres chez toi, elles sont accrochées à ton mur? Exactement, j'en ai 4 au mur et 2 au sol. Ouais. Et là, tu t'assois sur ton ampli? C'est ça, je m'assois pas sur l'ampli. Tu joues au casque? Mais non, je joue avec l'ampli directement. Quoi comme ampli? Alors c'est un ampli Huguette Kettner à lampe, vraiment un truc classique. On voit du beau son? C'est sympa. Ouais. Sympa. Et t'as les pédales?
Oui, alors j'ai beaucoup de pédales, je collectionne les pédales. Ah ouais, Donc et ouais. j'ai une collection assez élevée de pédales. Ouais, mais des analogiques. J'ai de tout. Ouais. J'ai tout. Parce que j'ai appris ça il y a quelques temps par quelqu'un que j'essaye de faire venir sur la chaîne, mais il ne veut pas, il est trop timide. Il a quand même une collection de tueries, hein, Blancpain, Villeray, Speed, Rolex, Gégère Le Coudre, enfin il a beaucoup de choses, il est musicien par ailleurs, il écrit des choses et il me racontait que maintenant tu avais des pédales électroniques qui te sortaient un son où il fallait quand même s'accrocher pour identifier que c'était une électronique versus une classique. Bien sûr. Ouais. Je comprends. Ouais. Bah, oui, c'est vraiment ça. Après, moi, ce qui me plaît bien dans le vintage, c'est qu'on se rapproche quand même des sons de l'époque. Et quand on veut jouer, moi, c'est un grain que j'aime bien, un peu vintage, donc ça me convient. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi et t'envoies Welcome to the Jungle là. Exactement. Voilà. Je me demande si on ne devrait pas faire, les amis, un quiz spécial air guitare. Tu vois? Comme ça là. Tu vois? Je sais pas. Non, mais toi, tu es un. Ok. Alors, pourquoi quand je te dis tu es musicien, tu me dis non? Non, parce tu que rentres chez toi, tu décroches une guitare, tu branches un truc, tu as un ampli, tu joues. Disons que je joue de la musique, mais musicien c'est un grand terme. Pourquoi je dis ça? J'ai dans ma famille un musicien, j'avais un musicien, mon grand-père, qui était chef d'orchestre violoniste, qui était professionnel, et donc là je sais ce que ça implique de dire voilà, je suis musicien, ça serait un peu prétentieux de ma part. Ok. Voilà. Bon, vous avez compris, les amis, qu'on avait quelques musiciens quand même sur la chaîne, notamment des gratteux. Oui, un trompettiste. Hein. Ouais, c'est quoi ton riff de guitare préféré? Alors moi j'aime beaucoup Smoke on the Water. Hein. Ouais. C'est vraiment donc simple. Ça, c'est Deep Purple. C'est Deep Purple. Ouais. C'est simple, c'est efficace. Ouais. Et c'est un petit peu universel. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça un petit peu trop facile. Non, parce que moi, je suis pas musicien, mais bon, un petit peu trop lourd, un petit peu trop brut. Je suis plus, pour le coup, alors je suis pas de cette génération non plus, hein, j'ai découvert après, mais je suis plus Black Dog, Whole Lot of Love, Since I've Been Loving You pour les fans de Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Bon, vous avez compris que je n'étais pas chanteur non plus, les amis, mais vous avez vu dernièrement quand même L'Aventurier d'Indochine. C'est pas mal Indochine, etc., mais c'est quand même pas assez rock pour moi, donc je suis plus Led Zeppelin. Etc. Donc on a compris Smoke on the Water de Deep Purple. Ton guitariste préféré? C'est Slash. C'est Slash, le plus grand guitariste de tous les temps. Ah ouais? Non mais franchement, les amis, si vous tapez le top 50 des plus grands guitaristes, Slash est jamais dans le top 10. Non, il est pas. Oui. Après c'est vraiment une question de, je pense. La guitare, on va dire, c'est quand même vaste, il y a plusieurs styles. Pour les fans de Guns N' Roses, les amis, et donc pour toi, puisque tu es fan, cite-nous une chanson avec une mélodie, vraiment avec une rythmique guitare de Slash, où c'est de la poésie. Tu vois, t'as Led Zeppelin, ils te font A Whole Lot of Love, Black Dog, etc. Puis de l'autre côté, tu as Kashmir, Stairway to Heaven, les Stones, tu as Angie, Shine On, Crazy Diamond, les amis avec David Gilmour à la guitare. Alors là, Cite-moi un truc où tu te fais bercer et tu t'endors bien heureux avec de la guitare de Slash. Alors l'idée c'est que j'en ai peut-être même deux. Il a réponse à tout, le Yacine, c'est une tuerie, hein, le mec. Hein. Alors, s'il y a une musique, il faut que j'en dise. Alors, s'il y a une musique vraiment qui, pour moi, est représentative de ce que Slash peut faire de mieux et avec une mélodie sublime, c'est Anastasia. Ouais. Donc, Slash a fait lorsqu'il n'était plus avec les Guns N' Roses. Ah, il était avec son autre groupe, les Motorcycle Boys. Ouais. Ah oui, on ne connaît pas celui-là. Ouais. Anastasia. Anastasia. Ok.
Donc c'est quelque chose qui commence plutôt calmement et qui finit, on va dire, avec un peu plus d'énergie, mais avec un départ qui est sublime. Voilà. Ok, les amis, on a découvert plein de choses. Un passionné de guitare, on s'est un petit peu parlé avec Yacine lorsqu'il m'avait écrit. Il a d'autres passions, d'autres sujets, oui. Mais là, franchement, là, on va dépasser les 8 heures dans Petite Montre entre amis. Donc déjà que parfois, on me reproche d'être plutôt version Netflix et pas YouTube parce que c'est trop long. Ben ouais, c'est trop long, mais parce que c'est trop bon. Les amis, on enchaîne sur la dernière séquence. Et oui, il faudra qu'on se quitte après. Ta prochaine montre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as dans le tuyau là? Alors, j'ai bien sûr toujours l'idée d'acheter de nouvelles montres. Pour moi, c'est une quête qui ne va jamais s'arrêter, je pense. Ouais. J'espère en tout cas. Ce qui m'intéresse particulièrement ces derniers temps, c'est de trouver, on va dire, une Omega qui serait un peu atypique. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les écrans TV, TV Dial plutôt. J'ai remarqué des Omega Genève, des Omega, on va dire, un peu plus classiques de ville, pour lesquels j'avais un cadran de ce type-là. Donc tu cherches un modèle type 70s. Exactement. Ouais. Voilà. Donc je suis resté vraiment sur mon idée 70s. Alors ça serait vraiment sympa si je pouvais en trouver une dans bon état. Et j'ai d'autres montres qui me font de l'œil. Ouais. Comme une montre que tu as présentée une fois sur la chaîne, c'est une Glass Shooter originale, 70s. Le modèle s'appelle 70s. Mais là, pour le coup, c'est un prix un peu plus important. Mais c'est un modèle que je trouve superbe. Ouais. Il s'avère que c'est la mienne dont tu parles. Oui. Ouais, mais la mienne, c'est pas une 70s, c'est une 60s. C'est une 60s. Ouais, la 70s, elle a une forme beaucoup plus proche justement d'un cadran qui est carré, légèrement rectangulaire comme une télé, et c'est la 70s. Moi, la mienne, c'est la Senator Chronograph 60s que j'avais acheté, comme je vous l'avais raconté une fois, aux enchères. Alors, une Omega Genève Tividal, Genève dynamique, c'est début des années 70. Oui. C'était dans les collections d'Omega plutôt des modèles entrée de gamme avec des calibres entrée de gamme. Donc c'est trouvable, je pense, assez facilement, peu cher. Ouais. Je pense que potentiellement Yacine peut mettre 600 € sur une montre de ce type. Alors justement, en parlant d'Omega, je suis excité comme un dingue. Ça n'a rien à voir avec l'émission aujourd'hui, mais j'ai réussi à trouver le bouquin Omega, la Bible, là avec un grand L, un grand A, un grand B, la Bible Omega, voyage dans le temps, sous blister. J'embrasse bien fort, je le remercie comme jamais celui qui m'a aidé à le trouver, qui est abonné à la chaîne. Et il y a toutes les références d'Omega dedans. Donc j'irai chercher pour toi ce qu'il y a d'intéressant et je te ferai signe sur le sujet. Les amis, on s'est régalé, on s'est éclaté, on aurait pu y rester des heures. C'était vraiment cool, Yacine. Merci de m'avoir contacté. Alors j'ai un petit cadeau. Wow, je vais partir avec une casquette, les mecs. Alors quand on s'est parlé la première fois, donc j'avais noté que tu aimais bien les plantes. Bien sûr, les végétaux, ouais, bien sûr. On n'en a pas trop parlé parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais tu sais que j'ai une petite micro-entreprise de confection de terrarium. Ouais. Et je me suis permis c'est très sympa. de t'en apporter un. Et oui, vous pouvez le regarder sur les commentaires, c'est Magic Garden, Exactement, donc Magic Garden, ton pseudo. Qu'on peut retrouver sur Instagram. Qu'est-ce qu'un terrarium? Donc un terrarium, c'est... je t'en prie. Superbe, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'un terrarium? Vous allez le voir, les amis. Voilà. Et donc, un terrarium, c'est un petit biotope fermé, autosuffisant, donc dans lequel tu vas pouvoir conserver des plantes sans te préoccuper de l'entretien. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un cycle d'azote à l'intérieur. Je ne vais pas t'assommer avec tous les détails techniques, mais l'idée c'est que tu as un circuit fermé. Vraiment, c'est un biotope autosuffisant, donc dans lequel tu as l'eau qui se renouvelle, tu as la plante qui respire, condensation, puis du coup des gouttelettes qui se forment
et réhydrate la terre. Donc, je ne fais rien. Alors, ce qu'elle a besoin, cette plante, c'est juste de la lumière ambiante. De la lumière ambiante. Ouais. Par contre, je ne l'arrose pas, je ne mets pas quelques gouttes d'eau. Ce ne sera pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire. Et Ouais. tout ça, c'est lié en fait, aux différents comment dire, matériaux qu'il y a là. Donc, c'est quoi cette première couche grise? Alors oui, tu as plusieurs strates qui permettent en fait de drainer l'eau. Ouais. Donc On le voit, c'est légèrement humide. Exactement. Ouais, donc ça draine l'eau. Là, tu as on va dire plutôt du terreau, de la terre un petit peu Exactement, enrichie. c'est de la terre enrichie. Les cristaux bleus là, décoration. Alors, décoration. D'accord, décoration. Décoration. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur donc on a un petit rocher, c'est un peu japonais dans l'approche, Oui. hein, asiatique, Oui. très serein. Oui. Et ça va pousser? Alors ça ne va pas pousser parce que les plantes s'adaptent toujours à leur environnement. Eh oui, Si elles n'ont pas assez de terre, elles n'iront pas elles plus n'ont loin. pas assez de terre. Donc, comme Eh tu oui. peux le voir, on voit quelques racines. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, en fonction de ces racines, Eh oui. la plante va savoir qu'elle ne peut que se cantonner à cet espace. Eh ben, je suis très très heureux, Yacine. J'en parle peu, mais bon, j'aurais pu aussi faire petite plante ou petit jardin entre amis. Les plantes, c'est un monde merveilleux. Il y a un grand rapport avec l'horlogerie, c'est le rapport au temps. Et tu l'as dit, hein, on peut forcer des plantes. Donc, par exemple, vous pouvez mettre au freezer des bulbes de tulipes. Oui. Et puis vous les sortez au mois de septembre et elles vont pousser au mois d'octobre, s'il ne fait pas trop froid, etc. Parce que vous avez changé le cycle des choses, alors que les tulipes, globalement, c'est début mars pour les premières et puis fin mai pour les dernières. Il y a l'art japonais, hein, des bonsaïs, hein, où là, en fait, on taille la racine principale et on met les jeunes racines dans un petit contenant qui fait que l'arbre se développe anormalement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas grandir, mais pour autant, il fait ses feuilles, il les perce, il est caduque, etc. Enfin bref, il y a un rapport au temps qui est colossal, qui est quand même, dans un jardin, l'observation du cycle des planètes, du soleil, de la lumière, de la lune, etc. Et finalement, en découle l'intérêt pour les jardins, comme en ont découlé millénaire après millénaire, l'observation des astres et donc le calcul du temps et l'innovation, la R&D, la miniaturisation arrivent assez bellement. Je suis vraiment ravi, je suis extrêmement touché. Les amis, vous avez compris, pour les prochains invités, vous ne pouvez pas venir les mains vides. On s'est régalé. Pour participer, www.dailyshoes.fr. Vous me dites ce dont vous avez envie de parler et puis en fonction d'où vous habitez, on se verra comment on le fait avec Yacine ou alors on fera un duel time ou un battle avec un collectionneur. Allez, ciao ciao, salut Yacine.